on attaque le dossier de la semaine qui est consacré du coup au marché du manga. Et on va se demander du coup si en 2021, est-ce que le marché du manga est saturé? Avant ça, on va du coup un petit peu remonter un peu quelques années en arrière et on va parler un petit peu de la situation du manga en France. Alors, à l'époque, quand le manga a commencé à sortir en France, notamment chez Glénat, avec Dragon Ball et Tutti Quanti, il est vrai que, et pendant plusieurs années, même de nombreuses années, le manga était très mal vu, mal perçu par le milieu de la BD. C'est là, je sais que, ouais, c'était souvent considéré comme une sous-BD, voilà. Négligé aussi. Négligé également. Ça se voit, notamment, je trouve, chez J'ai Lu, qui font partie un peu des premiers à avoir édité beaucoup de mangas. Le soin apporté aux éditions de manga, quand tu compares à ce qui se faisait en termes de BD à l'époque, ils en avaient pas grand-chose à foutre. Hein. Clairement, c'était fait sur un coin de table. Totalement. Ils n'avaient pas grand-chose à foutre, et surtout, il y avait aussi beaucoup du coup d'auteurs ou autres qui étaient un peu suivis du mouvement anti-manga parce qu'ils voulaient défendre leur pain, quoi. Ils voulaient défendre leur revenu, mais bon, c'est aussi très souvent des nouveautés en France qu'aujourd'hui on considère normales. Je me rappelle, Nina, il y avait quelques temps, avait diffusé un extrait de je ne sais plus quel éditeur d'un magazine en disant « Oh, le livre de poche, c'est quand même quelque chose, c'est pas terrible, etc. » Je pense, vous savez peut-être de quoi je veux parler. Ouais. Dans les années 60, quelqu'un qui disait « Oh, le livre de poche... Je vois lequel tu dis, et c'était un comédien. Il a fait une blague. C'était une blague. Ouais. Il avait passé en premier degré, non, t'es sérieux? Non, il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de ça à l'époque. Il y avait un peu de. De toute façon, ça c'est assez naturel hein, quand il y a une nouveauté dans ce genre de milieu, dans les milieux culturels. Le cinéma à l'époque, les débuts du cinéma, c'était décrié. Le théâtre, même putain de temps, à certaines époques, n'était pas forcément très accepté dans toutes ces catégories. Mais force est de constater qu'au fur et à mesure, le manga c'était une sacrée place, une sacrée part. Notamment, je pense, grâce un peu à tout ce qui est Club Dorothée et tout, les animés qui ont beaucoup aidé un peu ce côté acceptation culturelle du truc. Et aussi, mine de rien, les adaptations à l'époque très francisées, où les yens devenaient des francs, où les personnages d'un seul coup s'appelaient Jeanne et Serge ou ce genre de choses. Si aujourd'hui ça peut être vu un peu comme un sacrilège, à l'époque où le français moyen ne connaît pas forcément grand chose du Japon, ça donne une accessibilité qui est beaucoup plus grande. C'est assez important et je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en rendent pas forcément compte. Je voulais aussi demander, est-ce qu'à l'époque on savait par exemple comment fonctionnaient les comics en comparaison pour savoir si c'était vraiment une tendance de la culture locale, en fait, de la production locale, que ce soit du coup francophone, belge, franco-belge, juste français, etc., ou si c'était vraiment juste cet écart envers le monde de l'Asie et surtout du coup le Japon avec les mangas. Alors je t'avoue que je suis pas très renseigné en termes de chiffres. Ça n'a jamais trop marché. Mais ça n'a jamais été fulgurant en France. Quelques exceptions évidemment, forcément quelques périodes, mais très globalement, le comics en France ça n'a jamais décollé. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le manga a aussi bien marché, c'est parce qu'il est très différent, mine de rien, de la franco-belge. Il est différent et surtout moins cher, en fait. Il est moins cher aussi. C'est pas forcément le cas pour le comics. C'est ça le truc. Alors, Muro, là, il monte les chiffres de 2019. C'était pour après, un petit peu après, mais c'est pas grave. vous avez, mais en gros, pour dire pourquoi le manga marche mieux aujourd'hui que le reste, c'est notamment pour le prix. C'est un tome de manga, c'est beaucoup moins cher qu'un tome de BD franco. Et plus épais. Plus épais, effectivement, et surtout le rythme aussi. Souvent, un tome de manga, c'est, allez, pour les gros shonen, pour les gros mangas, on va dire, c'est un tome tous les 2 mois, 2-3 mois, tu vois. Allez, à tout casser. Là où pour un tome d'une BD franco-belge, c'est 1 an, si ce n'est plus, tu vois. Pour un tome. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus qu'un an. Ouais, voilà, si c'est plus 1 an et demi qu'un an même. Donc c'est vrai que c'est un marché qui pour moi a marché notamment pour ces raisons-là. Tu vois. Ah oui, clairement. Hein, en fait, ça parle à une population, du moins à la base, à l'origine vraiment du truc. Le manga, en tout cas en France, ça parle énormément aux jeunes, d'ailleurs au Japon aussi. Hein. Ça parle énormément aux jeunes, les jeunes garçons en particulier. Généralement, quand t'as entre, on va dire, 6 et 20 ans, t'es pas plein aux as.
t'es pas plein aux as, donc très naturellement, tu vas diriger vers des produits qui sont assez accessibles et pas chers. En même temps, c'est un âge où tu sociabilises beaucoup, donc les trucs dynamiques qui sortent beaucoup, bah, type Dragon Ball. Dragon Ball, quand t'as des tomes qui sortent régulièrement, ça fait des sujets de discussion dans les cours de récréation et compagnie. Donc forcément, il y a une émulation qui se crée autour du truc, et petit à petit, ça monte, t'ajoutes à ça les dessins animés. Ouais. Ça avait tout pour péter. Hein. C'est ce que la BD, par exemple, n'avait pas. Enfin, t'avais pas un Astérix qui revenait en animé tout le temps, quoi. C'est ça. Et je pense aussi qu'il y a un aspect de dépaysement, qu'il y a beaucoup moins avec la BD, que ce soit sur la BD où on fait, faut voir les BD les plus connus. C'est pas du style, c'est du style réaliste entre guillemets, Titeuf, Kid Paddle, Astérix, même si Astérix c'est encore à l'époque, mais c'est plus sur quelque chose d'historique. Alors que dans manga aussi, t'as du coup majoritairement du coup des œuvres qui soit se posent dans le Japon, dans la société japonaise, ou alors se lancent dans des univers beaucoup plus étendus, beaucoup plus ambitieux. Ah oui, non, c'est clair. Totalement. C'est ça. Même un settings réaliste, vu qu'il est au Japon, c'est suffisant en fait pour te transporter vraiment autre part, quoi. Donc à partir de là, c'est ça. Après, ça pose aussi du coup le problème de la compréhension à un moment. Et en fait, c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles ça marche assez bien avec les jeunes, c'est que un gamin va pas se poser excessivement de questions. Si on lui dit on est à Tokyo, il va dire ok, on est à Tokyo. Tu vois, il va pas aller chercher forcément des références culturelles ou quoi qu'il de toute façon n'a pas même dans son propre pays, tu vois. Il y a un décalage qui est plus faible chez les jeunes vis-à-vis de ça. Totalement. Muro, si tu peux nous afficher l'évolution, j'appelle ça l'évolution manga, c'est le graphique, s'il te plaît. En gros, j'ai mis un graphique qui représente l'évolution des ventes de mangas en millions d'exemplaires, et c'est la source, c'est GFK, donc la source officielle en France. Donc on voit bien, ça va passer de 2006 à 2018, donc ça prend un gros, voilà, vous l'avez, ça prend plusieurs années en compte. Du coup, on voit 14 millions d'exemplaires en 2006. On sent que ça augmente. Oui, c'est déjà énorme. En 2006, ça marche déjà très très bien. On voit que ça augmente petit à petit, mais surtout que ça rebaisse au bout d'un moment, entre 2008 et 2010, où ça rebaisse et c'est en constante baisse jusqu'à 2014. En 2014, on est en dessous des 12 millions d'exemplaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un truc de ouf. Pour la baisse ou pour la relance? Pour la baisse, peut-être, d'abord. Pour la baisse, pour moi, c'est One Piece, Naruto, Bleach, qui arrive petit à petit sur leur fin, qui s'est soufflé, que ce soit en termes de contenu ou juste de longueur. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu as One Piece, Naruto, Bleach, minimum à l'époque 60 tomes tous, t'as pas envie de commencer. T'es un peu bon. C'est simple, 2014, c'est la fin de Naruto au Japon. Donc déjà, je pense qu'il y a aussi un peu ça qui peut jouer. Mais Bleach aussi également, qui s'était arrêté à peu près dans ces années-là. Sachant qu'en France, c'est très important, c'est que ces gros titres, c'est souvent des gros titres qui portent, en tout cas qui portaient, peut-être que c'est plus maintenant le cas, on va en parler justement un petit peu après, mais qui portaient vraiment le marché du manga. C'était souvent Naruto, Fairy Tail, oui, tu fais bien nous dire, One Piece, Bleach, non, un peu moins Bleach quand même, mais c'était Bleach, Dragon Ball aussi, fut un temps, Dragon Ball Super, toujours, c'est Dragon Ball Super, Dragon Ball Super qui est très haut, on va en parler un petit peu après aussi, des mangas très bien en France. Mais et la relance, elle est évidente par contre. 2014-2015, c'est One Punch Man, c'est SNK. C'est le nouveau public qui découvre le manga, c'est la découverte de l'animation. My Hero également. My Hero qui vient après. My Hero aussi, c'est vrai. Même pas qu'au niveau des titres, en fait, même si je pense que ça joue énormément, c'est que pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est aux alentours, je dirais, entre 2012 et 2015, que beaucoup se sont mis d'abord aux animés et qui par la suite, beaucoup ont enchaîné avec les mangas, du coup, et ça a lancé cette relance et cette popularisation massive dans le monde entier, notamment, du coup, en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment normalisé à un point qu'on n'aurait pas cru possible il y a 10-15 ans, en fait. Totalement. On fait remarquer quelque chose dans le chat. C'est vrai que la chute, elle s'explique aussi par la crise de 2009. Il y a une baisse du pouvoir d'achat. Oui, globalement. Enfin, 2008. La culture ramasse toujours dans ce genre de situation parce que forcément, tu préfères acheter des courses que des livres. Tristement, t'as pas trop le choix. Ouais, totalement. Donc, après, du coup, à partir de 2014, on voit que ça remonte et que c'est juste une courbe ascendante de fou. Ouais, To the Moon. En 2018, on est déjà quasiment à 20 millions d'exemplaires au cours de l'année. Enfin, c'est juste énorme ici. Mais aujourd'hui, en 2019, et là, Muro, tu peux nous mettre le truc de tout à l'heure, là, le tableau de tout à l'heure. Pour l'année de 2019, on voit 39% des bandes dessinées qui sont vendues en France sont des mangas. Donc 40%, on peut dire. 40%,
ce qui est énormissime. On peut quasiment dire que à limite un tome sur deux, c'est une BD sur deux vendue en France, quasiment, c'est du manga. Même encore plus cette année, hein, depuis 2020-2021, c'est 40%. Ah oui. Ouais, en 2021, on peut dire carrément, qu'une BD sur deux vendue en France est un manga, ce qui est juste énorme. C'est d'autant plus énorme que dans un pays qui a en fait déjà sa production culturelle de bande dessinée. C'est pas par exemple, je sais pas, tirer, je sais pas, genre tu vas au Vietnam, donc à ma connaissance, le Vietnam n'est pas spécialement producteur de bande dessinée. Que le manga prenne une part énorme, c'est moins étonnant. Alors que là, c'est-à-dire que le manga a réussi à supplanter aussi la franco-belge qui est pourtant sur son territoire à la base. Et ça, c'est fou. Et c'était impensable même il y a pas si longtemps que ça. Parce que après pour les raisons, moi j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Enfin pour dire à quel point ça, parce que c'est aussi je pense du coup le manga s'est popularisé. Il y a beaucoup plus d'auteurs du coup qui veulent se lancer du manga français à partir du moment où on a prouvé que c'était possible, que les éditeurs étaient intéressés. Justement c'est pas pour rien qu'on a Team Manga Award, une catégorie pour les auteurs français, pour les mangas français. Et qu'on a surtout Team Mangaka une fois par mois, une émission aussi. En plus Team Mangaka évidemment. Et à côté aussi, c'est du coup il y a moins d'auteurs pour la BD forcément, et les BD qui sont déjà implantés, elles ont du mal à se renouveler quand même si c'est des super auteurs, etc. Ça peut être des super auteurs, ils ont du mal vraiment à se renouveler, à faire des gros booms qui dit oh wow, le dernier Astérix, le dernier Kid Paddle, le dernier Titeuf, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, t'en parles à la majorité des gens, ils ont pas un truc actuel, ils ont quelque chose en tête où ils se disaient, où beaucoup te diront même la réponse, c'était quand même mieux avant, etc. Là, c'est un peu, et ils diront plusieurs termes différents pour désigner le ressenti qu'ils ont. Ça aussi, je pense, c'est beaucoup lié au rythme de parution, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, même sur des auteurs que j'aime beaucoup, je pense à Trondheim qui a sorti sa nouvelle série, là, Ralph Azam, enfin, nouvelle série, c'était peut-être 10 ans maintenant, hein. J'ai acheté le premier tome à sa sortie. Je l'ai trouvé génial. Problème, le temps que le second tome sorte, j'avais oublié que ça existait. Ah oui, le problème, c'est que tu peux pas suivre, malheureusement, un tome tous les 2 ans, c'est un rythme, malheureusement, qui est trop. C'est insoutenable. C'est impossible, en fait. C'est impossible de faire en fait, l'offre à la demande, quoi. Malheureusement, le marché impitoyable où à côté, on te propose quelque chose d'incroyable pour limite moins cher et en moins de temps, et tu te dis, c'est dur, mais voilà. La communication aussi, hein. On n'a pas beaucoup de communication sur les. Après, on n'est pas forcément non plus plongé dedans constamment, nous, parce que nous, on préfère le manga, donc ça, c'est logique qu'on le voit moins. Mais que ce soit dans la rue, quand vous regardez un peu sur Internet au hasard, en librairie, partout, c'est le manga qui est mis en avant. Ouais. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler d'un nouveau phénomène de la bande dessinée? C'est ça, parce qu'en fait, finalement, la bande dessinée franco-belge, c'est aussi un petit peu le même syndrome que le manga, même si le manga, du coup, commence à s'en détacher. C'est qu'on a des gros hits. Je pense à Astérix, par exemple. Astérix, c'est juste un carton à chaque tome, même encore aujourd'hui. Hein, c'est un carton monumental. C'est toute la France qui achète le tome, limite, quasiment. Au point où ce soit une stat différente dans le graphique, hein, où on parle d'évolution hors Astérix. Regardez, c'est vrai, à ce moment-là. Et du coup, je pense que aussi, la BD franco-belge, elle souffre aussi de ça, c'est qu'on voit pas tout ce qu'il y a derrière, et derrière Astérix, c'est vrai que on descend très vite, en termes de statistiques, je parle bien sûr, on descend très vite, et c'est bien dommage. Mais clairement, pour moi aussi, une des choses qui font que le manga pète énormément, c'est que quasiment pour tous les mangas, dans la grande majorité, derrière, il y a une adaptation en animé ou en film, ou quelque chose qui fait aussi découvrir au grand public, qui derrière va potentiellement acheter le manga. Et aujourd'hui, il y en a aussi pour la BD, il y en a eu beaucoup, je pense à Titeuf aussi, qui a un carton. Pour le cas d'Astérix, par exemple, c'est assez récurrent, tu vois, t'as quand même une hype constante, c'est qu'ils rajoutent des films assez souvent, et je pense que ça aide énormément aussi à maintenir, entre guillemets, le public, et c'est ça, je pense, la grosse différence entre Astérix, les plus connus, Titeuf, Kid Paddle qui a quitté le navire depuis un moment, vu qu'il n'y a plus d'animé, etc. Et voilà, quoi. Mais parce qu'à ce niveau-là, en termes d'adaptation, en fait, malheureusement, on n'est pas très gâté parce que soit on fait des films d'adaptation, enfin des films live
pour de la BD où très peu vraiment arrivent à s'en sortir parce qu'on tombe dans du cinéma français que, heureusement, je sais pas si je pourrais dire de plus en plus, mais les gens, voilà, n'accrochent pas énormément aujourd'hui. Enfin, surtout la cible qu'ils aimeraient viser. Voilà, parce que on parle d'Astérix, le dernier, c'est Mission Cléopâtre, ou quoi, qui date de combien de temps? En termes, il y en a un nouveau qui sort bientôt d'ailleurs. Il y en a pas eu un entre-temps, déjà, d'Astérix? Il y en a eu beaucoup, mais il y en a vraiment pas eu marquant en fait. Et sinon, voilà, je sais pas, j'ai en tête les profs ou du Cobu, etc. Et les trucs, voilà, ont vraiment pas eu un succès fou. Et puis à côté de ça, on a sinon la tendance occidentale que beaucoup crachent dessus. Et j'ai limite envie de dire à raison d'une certaine façon, c'est le fait entièrement sur notre 3D. On comprend rien. On t'entend plus, désolé, c'est une voix de robot insupportable, mais c'est pas grave. Je voudrais, Muro, aussi, que tu nous mettre le tableau du top 10 des mangas en 2020, parce que je parlais tout à l'heure justement je parlais du fait justement que certains titres prépondéraient vraiment et prenaient une place dans la BD franco-belge. C'est aussi le cas pour le manga, même si finalement dans le manga, j'ai l'impression qu'on tend un petit peu, en tout cas, à en sortir. On en avait déjà parlé dans un précédent TM Show quand le tableau était sorti. Et on constate que les premiers, c'est toujours les mêmes. Naruto, volume 1, volume 2, qui a explosé en 2020 grâce à son offre 3€ le tome, un truc comme ça. Demon Slayer qui a fait une remontada de fou chez Panini, c'est incroyable. Dragon Ball Super qui marche hyper bien en France. Et One Piece, My Hero Academia également, qui cartonne. Et du coup, c'est ces gros shonen qui prennent la place. Kai, t'en penses quoi de cette c'est surtout en fait, moi ce qui m'impressionne c'est Naruto. Enfin là pour le coup moi je regarde surtout quand je vois le top, je regarde surtout les premiers tomes. C'est là où tu remarques justement que ça recrute encore du lectorat, quoi. Et t'en as pour Naruto, là t'as pour Demon Slayer, ça veut dire que là c'est pas juste la hype de Demon Slayer, des gens qui vont continuer le manga après l'animé, c'est surtout des gens qui vont reprendre, enfin qui vont découvrir avec le tome 1, et t'as My Hero Academia qui est sorti pourtant en 2014, enfin en 2015, 2016, enfin 2016 ouais pour le coup, et qui encore aujourd'hui recrute des lecteurs, enfin des nouveaux lecteurs. Et voilà, ça c'est et on voit bien que là pour le coup c'est des shonen, donc c'est encore le truc qui attire et qui le shonen en France c'est notre cam. Pour te dire, hein, le shonen en 2020 a pris plus 20%. Plus 20% pour le shonen. Oh, alors que c'est déjà le monstre, quoi. Le tome 1 de Naruto, c'est presque 100 000 exemplaires. En France. C'est incroyable. Sur un an, hein, pas depuis le début. Genre. C'est vrai, sur un an, bien sûr, dans ce sens, c'est des millions, on compte en millions. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais Naruto, c'est un monstre en France, c'est incroyable. Et qui dit, si le tome 1 marche bien, c'est que potentiellement les tomes suivants, ils marchent bien aussi, tu vois. C'est ça. Même sans l'offre, en plus, il y a Boruto derrière qui pousse aussi, mine de rien. Bien sûr, bien sûr. Ça pousse à découvrir Naruto, parce que bon, la blague du Boruto Dad, elle est pas si fausse que ça, hein. Les gamins qui découvrent Boruto, tu leur dis ouais, non, mais attends, il y a une série de 110 tomes avant, ça les intrigue. Au moins, ça les intrigue. Donc, non, clairement, c'est. Totalement. Ça, c'est fou. Après, il y a DBS aussi qui fait des chiffres de malade, hein, qui est juste derrière Naruto. Monument. C'est ouf, mais ça pose un peu un souci, on va dire. C'est que derrière, qu'est-ce qui se passe un peu pour les tomes pour les titres plus confidentiels, les trucs un peu plus middle seller, je pense des trucs comme Tokyo Revengers par exemple, qui sont cotés, qui ont leur réputation, qui vendent plutôt bien, mais il y a un univers, il y a une galaxie entre Naruto et Tokyo Revengers par exemple. Totalement, et on va en parler juste après, t'inquiète pas, ça va être le gros du sujet quelque part, c'est est-ce que le marché du manga est saturé, on va en parler juste après. Je voudrais juste rapidement faire un point Covid. Finalement, est-ce que le Covid en 2019-2020 a impacté le marché du manga, sachant que ça a impacté pas mal de marchés, hein, quasiment toute l'économie mondiale. Et ben, à notre grande surprise, pas du tout, même au contraire, en fait, il n'y a pas eu d'impact négatif. Et ça a même augmenté. Voilà, vous avez le graphique devant vous. On voit qu'en 2020, on a une augmentation de plus 9% sur le moyen.
les raisons pour le coup, on les trouve, elles sont simples. C'est le fait que les gens ont eu beaucoup plus de temps pour se consacrer à ce loisir, et surtout que par contre, le manga du coup a été beaucoup plus commandé qu'auparavant, je pense, et que par contre, si vous regardez les petites librairies une par une au niveau de ce qu'ils vendent en manga ou autre, je pense que c'est plus elles où on peut constater la baisse. Alors. Ça dépend en fait des trimestres, et ça malheureusement qu'on n'a pas comme chiffre, parce que là on a plus 9%, mais il faut bien comprendre que les plus 9% en fait, ils sont très centralisés, parce que tout le début de l'année, fin premier trimestre, début deuxième trimestre, les librairies sont fermées. Il n'y a pas de librairie, le seul moyen d'acheter des livres à ce moment-là, c'est de les commander sur internet, le click and collect n'est pas encore en place dans la majorité des endroits, exact. Et là ça se sent. Par contre, il y a eu un rebond de fou, notamment avant le deuxième confinement. C'était en octobre là, où je me souviendrai pendant longtemps, où je rentre dans la librairie, on donne le 29, le 30 octobre, le confinement c'est dans un jour ou deux, tout le monde est plus ou moins au courant, genre la librairie est blindée, plein de tomes sont en rupture, c'est la merde, alors que j'habite dans une petite ville quoi, genre, et de ce que j'ai entendu c'était comme ça plus ou moins partout. Sur la fin d'année il y a eu des chiffres assez fous. Donc, même les libraires sont retombés sur leurs pattes finalement avec cette histoire de Covid, ce qui est pourtant ce qui était inespéré. Clairement, ça a bien compensé en tout cas. C'est incroyable, vraiment ce qui s'est passé au niveau du Covid. Le marché du manga a continué à augmenter, parce que je trouve ça dingue. Je me souviens, premier trimestre 2020, c'était déjà plus fort que trimestre 2019, et là encore une fois, on va parler pour 2021, c'est encore au-dessus. C'est juste, actuellement, on vit clairement un âge d'or du manga, et tous les éditeurs nous le disent, à chaque fois qu'on reçoit des éditeurs dans l'émission, quand on coupe un petit peu l'émission, qu'on en parle, c'est un truc de fou ce qui se passe actuellement en termes de statistiques. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gens qui nous regardent actuellement, mais c'est incroyable, et surtout malgré la crise du Covid, c'est ça qui me rend dingue. Oui. C'est que je me dis, les parents ou les enfants achetaient des mangas quoi. C'était l'occupation, le truc qu'il fallait acheter pour s'occuper pendant le confinement, les confinements. Le télétravail aussi qui a aidé, je pense. Quand t'as tes gamins à la maison et que tu dois taffer, ceux qui ont des tafs de bureau ou quoi, qui ont un peu de concentration ou de calme, tu leur files des bouquins. C'est moins cher, c'est pas si. Pour qu'ils sachent lire, ça va vite, tu vois. Et ça coûte peut-être moins cher qu'un jeu PS4. C'est ça, c'est 7 € le tome. Franchement, tu retombes sur tes pattes, je pense, en tant que parent, ça t'arrange, et c'est plutôt pas mal, sachant que dans les grandes surfaces. Déjà, le manga est disponible dans les grandes surfaces, et les grandes surfaces étaient ouvertes à un moment. Et à un moment, tu pouvais acheter, avant qu'ils bloquent, qu'ils ferment le rayon, il y a eu un moment où tu pouvais acheter du manga en grande surface. Et surtout, le graphique que je vous ai montré là, que Muro vous a affiché à l'écran, plus 9%, c'est seulement sur les exemplaires physiques neufs. Alors, imaginez sur le numérique, parce que le numérique a aussi explosé, vous vous rendez pas compte, mais le numérique en manga a totalement explosé pendant le confinement, pendant l'année 2020, et c'est juste incroyable ce qui se passe. L'occasion s'est cassé la gueule par contre. Ça c'est encore autre chose. Déjà beaucoup de boutiques qui ne reprenaient plus de livres, les boutiques à peu occasion ou quoi, ou les boutiques qui font du neuf et de l'occasion en fait reprenaient plus d'occasion parce qu'ils étaient obligés de les stocker pendant un mois, 2 mois avant de pouvoir les mettre en vente, parce que le temps que les trucs soient considérés comme sûrs, qu'il n'y ait pas le Covid dessus. Donc moi je sais que chez moi on reprenait plus de manga, et il y avait plein de trucs comme ça, et aussi parce qu'il y a beaucoup de l'occasion qui se fait sur des trucs, les brocantes, il n'y en a plus, les trucs genre le Bon Coin où tu te rencontres en face à face, il y en a plus. Donc même envoyer des colis, tout, c'était pas le moment le plus approprié quoi. Donc le marché de l'occasion d'ailleurs ça s'est senti un peu dans les prix. Dans tous les domaines pour le coup l'occasion. Bon, en tout cas, l'année 2020 en termes du marché du manga était une année record. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une année record. Et pourtant, en 2021, si on compare le premier trimestre 2021 au premier trimestre 2020, le chiffre est vrai, et c'est incroyable encore une fois, je trouve, c'est que les ventes de manga auraient été multipliées par 4,5 sur le même trimestre par rapport à l'année dernière. C'est trop bien. Le premier confinement c'est tombé quand? Fin avril, non? Début avril, fin avril? Non, début fin mars. Donc ça veut dire que finalement le premier trimestre était déjà terminé quand les librairies ont fermé. Quasiment. Oui. Parce que moi, c'est ça que je me dis, est-ce que c'est pas x 4,5 parce que le premier trimestre est peut-être un peu catastrophique à cause du premier confinement qui a fermé les librairies,
Donc il semblerait que ce soit pas spécialement le cas. Ah non. 4,5%. 4,5. Et maintenant, on va se poser la question pourquoi? Parce que c'est énormissime. Et là, je pense que si vous suivez un peu les TM Show, vous savez qu'on a une pelotée de titres qui sort cette année, en ce début d'année. Ouais. C'est incroyable. Tiens, tu penses quoi de tout ça là, tout ce qui se Ah, passe déjà, c'est surtout des c'est des titres très attendus et très appréciés surtout et vachement divers. C'est pas que du shonen là, on touche à quasiment tout et ça fait énormément plaisir. Et tu vois bien que les éditeurs ils mettent aussi les moyens, tu vois, genre ça fait énormément plaisir. Je sais que bah là on vous en parlait il y a quelques mois. Il y a quoi? Il y a les nouveautés du Jump, il y a du Mashle, t'as du Yozakura Family, t'as du Kaguya-sama qui a été très très demandé. T'as eu un hashtag carrément dessus. T'as eu l'annonce de Blue Lock. T'as quoi encore? Awashi, t'as les nouveaux. Yokohama. T'as le nouveau Ozawa. Yokohama qui est super attendu. C'est un peu n'importe quoi. T'as des dizaines, des vingtaines, je sais pas combien de titres sur les lignes. Les rééditions. Des rééditions, les Eden, évidemment. Bien sûr, Sidou, voilà, il y a tellement de mangas qui sont sortis, ne serait-ce que entre ce début d'année et maintenant là où on vous parle, il y a tellement de nouveautés qui sont sorties. Il y en a pour tout le monde. Grand Blue, je vois dans le chat également, bien sûr, Tiger Friend, Blue Lock qui arrive, bon, c'est pas encore sorti, mais ça va arriver. Fin avril. On est que fin avril et pourtant, j'ai l'impression qu'on a déjà plus de nouveautés que l'année dernière et l'année d'avant cumulées. Et surtout, après, faut aussi prendre un truc en compte. C'est qu'il y a aussi beaucoup de trucs qui sont terminés ou qui sont sur leur fin. C'est-à-dire que d'ici 2023, à tout casser, Tokyo Revengers, c'est fini. Beastars, c'est terminé. IQ, pareil. Promise Neverland, pareil. Promise Neverland, ça se termine. Chainsaw Man, bon, ça aura pas duré très longtemps, mais après, on sait pas trop comment ça va revenir. Il y a les rééditions de GTO là que je vois derrière moi qui sont terminées aussi. Il y a quand même pas mal de trucs qui marchaient bien, qui se sont terminés. Mais ça ne compense pas. Aussi, il y a un autre gros paramètre à prendre en compte, c'est aussi que beaucoup de sorties du coup ont été décalées et que on a ressenti aussi comment ça a été compacté avec l'année 2021. Clairement. Il y a une différence assez monstrueuse entre les deux. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que on a déjà eu des périodes un peu de surcharge. Par exemple pour le très mainstream, on parlait tout à l'heure de l'époque où tu avais en même temps tous les titres un peu années 2000, type les Yu-Gi-Oh, les Shaman King et tout, les Soul Eater notamment, qui marchaient encore très bien. Il y avait Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail qui continuaient, qui prenaient des parts de marché énormes, et Dragon Ball qui était encore là derrière. Mais voilà, ça saturait déjà un peu, mais c'était au niveau du très très grand public. Là, j'ai l'impression qu'on est saturé à toutes les échelles. C'est-à-dire que les gros hits, il y a plus de place, je pense, aujourd'hui pour installer autre chose qu'un énorme titre. Il y a des MHA, des Jujutsu Kaisen, des Demon Slayer, One Piece, Naruto qui continuent, des Dragon Ball Super aussi. Sur les trucs un peu plus confidentiels, mais qui sont quand même très connus, je pense à Gotobun, Tokyo Revengers. Il y a déjà énormément de monde. Il y a des Mashle aussi qui arrivent, des trucs comme ça. Même sur les trucs moins connus, mais Yokohama, Kaguya, Grand Blue, plein de trucs comme ça, qui là encore, c'est des trucs qui sont très attendus, qui ont un public. Et même dans les trucs style Tezuka, toutes les vieilles rééditions, les machins, il y a Nissan qui fait des réimpressions, t'as Panini qui sort énormément de trucs, il y a il y a Dororo qui est sorti encore, je crois que c'est pas terminé pour Tezuka, enfin Junji Ito aussi. Toutes les couches entre guillemets sont déjà blindées. Alors pour nous, c'est trop bien parce qu'en vrai, on a tous les mangas qu'on veut. On a tous les mangas qu'on veut, on veut lire ça, on l'a disponible en France, c'est super, très bien, on est tous d'accord pour lire ça. Le problème, les amis, et c'est là la question du coup de base de l'émission, du dossier, est-ce que le marché du manga est saturé? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on arrive à un point où le lecteur lambda ne peut pas tout acheter. Ou normalement, tu as un porte-monnaie avec tant dedans, tu peux pas acheter tous les tomes qu'il faut. Quand tu vas à la librairie aujourd'hui, tu as trop de choix. Est-ce que laisser trop de choix finalement aux gens, c'est une bonne idée? Surtout dans le sens où aujourd'hui on a une pluralité on a tellement d'éditeurs différents maintenant en France, encore plus maintenant parce que avec les nouveaux qui arrivent, Noévé Graphics, Mangetsu qui arrive dans quelques semaines, Meian qui est arrivé depuis quelques années maintenant. Ça fait que tous ces gros titres, tous ces bons titres, parce que c'est des bons titres pour la plupart. C'est bons titres, c'est ça le pire. Et ben ils sont répartis vers trop de gens. Et le problème, c'est que si
un des titres qui sont tous très bons ne marche moins, ça peut mettre un peu dans la merde certains éditeurs qui ont peut-être moins de moyens, qui viennent de se lancer ou ce genre de choses. Vous en pensez quoi de ça, Dorian, un petit peu, si tu veux donner un petit peu tout. En fait, comment dire, en fait, c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de médias, c'est-à-dire, d'un côté, on essaye d'augmenter l'offre au maximum pour essayer d'augmenter la demande au maximum, que ce soit justement pour donner de plus en plus, et donc dire, je vais acheter de plus en plus, mais aussi pour faire une pluralité des offres, pour que chacun s'y retrouve. Sauf que du coup, si quelqu'un s'y retrouve partout, la frustration est là parce que du coup, il ne peut pas tout acheter, pas tout le temps, pas les suites de tout ce qu'il veut, pas toutes les nouvelles sorties de tout ce qu'il veut, etc. Et il doit trouver des solutions qui sont plus ou moins dans le respect de l'auteur ou non, malheureusement. Et là, tu dis quelque chose de très intéressant, parce que tu parles des suites. Exactement, Xela. Vas-y, Xela, je te laisse. C'est quoi? Je te laisse. Les suites, le gros problème, c'est que là, pour l'instant, de ce qu'on a pu voir, des retours qu'on a eus, globalement, tous les premiers tomes de toutes ces grosses séries, mais des trucs plus confidentiels, je pense par exemple à Shai, moi que j'ai adoré, que je vois là, ça s'est plutôt bien vendu. Tous les premiers tomes, deuxième tome, ça part. Le problème. Et le gros problème, c'est que toutes les grosses séries qui sont sorties là dernièrement, quasiment toutes font au moins, et ne sont pas finies, et font au moins 15 tomes déjà. Le problème, c'est que c'est simple d'acheter un peu tous les premiers tomes qui sortent. Enfin, simple, on se comprend. Toutes les grosses nouveautés, c'est simple de récupérer les 2 premiers tomes, on va dire. Par contre, quand, là, je pense en juin ou fin mai, début juin, quand il va y avoir Blue Lock, par exemple, ou Aoashi qui vont arriver, vous allez dire, je vais prendre mes nouveaux tomes de Blue Lock et de Aoashi. Le problème, c'est qu'il va y avoir le tome 3 de Kaguya, le tome 10 de Gotobun, le tome 8 de Chainsaw Man. Et hop, là, ça commence tout de suite. Et en fait, t'arrives à un moment où, avant, la question, c'était de convaincre le lecteur que ton manga était bien, de séduire. Là, maintenant, la compétition, c'est carrément de le choisir, ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, tu dois convaincre le lecteur de sacrifier finalement autre chose, parce que il y a un moment, c'est pas soutenable. Tu vas pas pouvoir faire des séries comme ça qui, on va dire, là, il y a au moins déjà une vingtaine de séries, 25 peut-être, même plus, de bonnes séries qui vont commencer depuis le début de l'année, qui vont sortir un tome tous les 2-3 mois. Tu vas pas pouvoir toutes les suivre, c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir acheter 500 tomes par an. Donc, il y en a qui vont devoir être drop. Et c'est là où je pense le rythme, ça va énormément jouer. La qualité des tomes, les cliffhangers, tous ces trucs-là qui finalement, normalement, servent plus à accrocher le lecteur. Là, en fait, ça peut être l'accrocher, c'est l'empêcher de se détourner surtout, l'empêcher d'aller voir ailleurs. Et c'est une tâche d'autant plus ardue que je pense que les éditeurs n'ont pas un contrôle total là-dessus. Ils peuvent surtout que, en fait, ça change la fin, quoi. Ouais, depuis toujours, dans le marché du manga, souvent les tomes 1 se vendent très bien, et derrière, petit à petit, en fait, à chaque tome, tu perds des lecteurs. À chaque tome, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais là, j'ai peur que ça soit... Ouais, sauf que là, j'ai peur que ce soit encore plus accru, parce que, comme vient de dire Xela, c'est qu'il y a tellement de titres différents. Tu peux les commencer maintenant, tu peux acheter tome 1 de ci, tome 1 de ça, tome... Le problème, c'est que quand on sera au tome 10 de chacun, tu seras peut-être moins amené, et tu auras peut-être moins les moyens également à ce moment-là de suivre ça, et c'est là que va se jouer... Ça va poser problème. Exactement, c'est là que va se jouer pour moi la suite. Et du coup, ma question de base, c'était, et je vais vous la poser, du coup, dans les commentaires, vous allez me répondre dans le chat, vous allez me répondre également. Pour vous, est-ce que vous pensez que on arrive, en tout cas, on va arriver, là aujourd'hui, on parle d'un âge d'or du manga, est-ce qu'on va arriver petit à petit sur une stagnation, ou une baisse, ou une saturation, en tout cas, de ce marché-là? C'est la question que je vous pose, elle est légitime. Il n'y a pas de réponse oui ou non, bien sûr, c'est pas oui ou non. Parce que, autant en termes de popularité, le manga, l'animation japonaise, etc., bat tous les scores. On est tous d'accord, aujourd'hui en France, dans le monde, les animés et les mangas, ça a pris une place prépondérante, et c'est tant mieux. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a un pouvoir d'achat, tu peux pas tout acheter dans ta vie, il va falloir faire des choix. Tu peux pas tout lire. Et le problème, c'est aussi également, on parle aussi souvent là, on parle de chiffres records pour les premiers tomes. Machot qui s'est vendu super bien, Kaguya-sama qui s'est vendu hyper bien. Tous les premiers tomes là qui viennent de sortir viennent de Grand Blue, trop bien même, qui s'est vendu trop bien. Et j'ai peur que la chute va être d'autant plus abrupte et difficile. En fait, j'allais dire ça arrive. De plus en plus souvent, en fait, ce qu'il faudrait, parce que c'est le problème auquel font face, j'ai envie de dire, le cinéma, les séries, le jeu vidéo, et ils ont trouvé la solution dans
proposer un service. Sauf que dans le manga, c'est beaucoup plus difficile. Donc, par service, je parle évidemment Netflix, Disney+, je parle du Game Pass, des choses comme ça, justement pour essayer de présenter que à chaque fois les éditeurs, les éditeurs, les gens qui sont derrière l'œuvre qui propose dans le pass et les consommateurs s'y retrouvent tous les deux pour que à chaque fois ils aient chacun une visibilité. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait, je pense, comme modèle, et on se dirige de plus en plus vers ça dans tous les domaines. Après, est-ce qu'il est bon pour tout le monde? Est-ce que on peut se poser plein de questions là-dessus, quoi? Mais c'est vrai que ça se répand beaucoup pour cette raison, en fait. C'est que on a énormément de gens de talent, chacun veut proposer quelque chose, sauf qu'à un moment, la place est limitée. Ouais, mais il y a un problème dans ce que tu dis, c'est que ça passe forcément par le dématérialisé, et je pense que s'il y a un domaine qui va faire de la résistance, déjà il y a le jeu vidéo qui n'accepte pas encore pleinement le démat, mais alors le livre, parce que la Pika, la plus-value qu'il te propose, par exemple avec Sailor Moon Eternal Edition, très bon tome, c'est quoi le problème? Pour ceux qui voient pas forcément de quoi on parle. Est-ce que vous voyez le souci maintenant? Quel est l'intérêt pour Pika de proposer un truc comme ça s'ils peuvent pas te le vendre à un prix un peu plus cher forcément aussi? Comment est-ce qu'ils peuvent mettre en avant par exemple un truc comme Sailor Moon, je pense la Perfect 2DB, le très joli tome que nous ont fait Kiyun pour la guerre des mondes, les éditions de Noé Graphics, Veil par exemple qui est folle. Tu peux pas proposer cette expérience là en démat. Et le problème, en plus le livre, les gens sont très attachés au papier. Donc ça pose problème parce que les gens disaient dans le chat, au Japon, comment ils font? Au Japon, il y a encore plus de mangas qui sortent, encore plus vite. Alors déjà, au Japon, il y a beaucoup plus de consommateurs de mangas, de 1. Et de 2, ils ont surtout les hebdos, la magazine hebdomadaire. Par exemple, toi, t'es un lecteur en France, tu veux suivre les sorties du Jump, tu dois acheter les tomes. On se comprend. Tu dois acheter les tomes. Le japonais moyen, il va lire son Jump, et peut-être il va vous dire, il est ultra fan de One Piece et de Mashle. Il va acheter les tomes de One Piece, de Mashle. Jujutsu Kaisen, il trouve ça juste sympa, il lit ce Jujutsu Kaisen dans son magazine, il n'a pas besoin d'acheter le tome relié. Donc le problème, il est complètement différent au Japon. On n'a pas ça. Et ça revient au truc de service que tu disais. On n'a pas d'abonnement, on n'a pas de prépublication. En plus, on a des gens qui sont achetés au physique. Donc pour moi, la solution, elle n'est pas forcément là. Et l'achat du magazine hebdo, il compense un peu le fait que tu n'achètes pas le tome de Jujutsu Kaisen que tu aimes moins. Tu vois. Je dis pas que c'est la solution, mais je dis que c'est quelque chose sur laquelle on finira, je pense, tôt ou tard vers laquelle on va se diriger parce que c'est un modèle qui se répand de plus en plus. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que, justement, on pourrait peut-être croire que, on pourrait abandonner totalement ce matériel, parce que autant le jeu vidéo, c'est uniquement, par exemple, le dématérialisé avance de plus en plus, c'est un fait. Et parce que pour le coup, on propose vraiment le jeu, on peut te proposer de la collector ou autre, mais c'est toujours quelque chose de très particulier. Mais je vais reprendre un autre exemple qui pourtant ne propose, que son contenu ne propose pas par pas par autre chose que sa source de base. Enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est le cinéma, les films. Aujourd'hui, en France, ça fait quasiment 1 an. Certes, il y a eu des petites réouvertures, des machins, des trucs, mais on y va beaucoup moins aussi, même pendant les quelques réouvertures qu'il y a eu. Les cinémas, notamment en France, c'est bien une des choses que les gens se plaignent le plus de ne plus pouvoir aller. Parce que on se rend compte que vraiment l'expérience qui est proposée, c'est-à-dire être sur grand écran, être justement avoir un bon son, être bien assis, etc. Toute l'expérience que propose un cinéma, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt du cinéma, c'est ça. Elle manque beaucoup, et avec le livre du coup c'est d'autant plus flagrant, de l'expérience du papier, de la couverture, de la qualité du papier, de la qualité d'impression, etc. C'est quelque chose qui joue beaucoup et pour lesquels les gens sont toujours attachés, alors que pourtant le cinéma, même ça date pas d'aujourd'hui, du streaming, qu'on dit ça va mourir, ça datait depuis la télé, ça date depuis la télé que des gens allaient dire ça va mourir à cause d'un autre média. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur ce que vous parliez il y a quelques secondes pour tout ce qui concerne les prépublications, le numérique, etc. J'entends ce que vous dites et oui, vous avez raison. Le problème, c'est qu'au Japon, comme tu dis, là, tu parles du Jump, One Piece, Mashle, etc., ça appartient à un seul éditeur qui est Shueisha. Oui. Le problème, en France, encore une fois, je le répète, et pour moi, malheureusement, c'est autant bénéfique. Il y a des points positifs comme il y a des points négatifs. Et le point négatif, pour moi, c'est que les licences sont tellement réparties à travers tellement d'entreprises différentes que
bah, tu divises automatiquement les revenus, entre guillemets, tu donnes un petit peu à chacun, mais donner un petit peu à chacun, est-ce que ça suffit à la faire vivre exactement, tu vois. Et c'est là que, oui, bien sûr, après, il y en a des très gros, je me fais pas de bill pour les Glénat, pour les Cana, tu vois, ils sont très très bien, il n'y a pas de souci. C'est clair. Est-ce que pour les plus jeunes, les plus nouveaux, les plus petits, je pense aussi à Mao Édition, je pense Shibuya Édition, Shiba Édition, les plus petits comme ça aussi, c'est compliqué, je pense, aujourd'hui, de tirer son épingle du jeu, d'autant plus que en interne, quand tu vas acheter une licence, souvent il y a de la bagarre, c'est celui qui pose le plus gros billet qui a la licence. Et quand tu as des gros acteurs qui sont là et surtout qui sont nombreux et qui veulent tous la licence en question, bah, bien sûr, les plus petits, c'est quand même plus compliqué pour eux. Mais c'est un avantage d'un côté, c'est que le fait que, par exemple, moi je pense, par exemple, Mangetsu, où ça marche aussi pour Noé, mine de rien. Là, demain, imagine Mangetsu, ils arrivent chez le Jump, ils disent on veut Kaiju 8, on leur file Kaiju 8 direct. Alors, spoiler, hein, c'est pas le cas. Si Mangetsu arrive, ils ont rien édité pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti en France de Mangetsu, ils disent on veut Kaiju 8, on leur dit tu te casses, tu dégages, non, ça ne marche pas. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est que derrière, ces petits éditeurs doivent trouver une solution pour proposer des trucs. Et du coup, il y a un côté recherche de série, et du coup, on se retrouve avec des trucs comme Aoashi et Shiroran qu'on n'aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu un peu cette nécessité d'aller chercher dans des catalogues peut-être plus méconnus, dans des magazines un peu moins populaires, pour trouver finalement des bonnes séries et les ramener en France. Tu vois. Donc, il y a un avantage quand même à ce problème. Ce que j'allais dire, en fait, en tant qu'éditeur aujourd'hui, je dirais il y a 3 grosses conditions pour faire. Enfin, forcément, une n'est pas obligée d'être remplie, mais pour être un gros éditeur, vraiment un gros éditeur, je pense qu'il faut les remplir obligatoirement. Avoir un bon investisseur pour pouvoir mettre beaucoup d'argent sur la table. Proposer une plus-value comparé à un autre éditeur, que ce soit dans l'impression, que ce soit dans la communication, que ce soit dans n'importe quoi. Et le troisième, avoir des gens qui ont un sacré flair, justement. Je pense que c'est le cas de Mangetsu, qui du coup aller chercher des petites séries qui ne sont pas connues, ou voir pour d'autres dire on va investir justement dans des auteurs, dans des dessinateurs, dans des scénaristes qui pourront, dans les mangaka, qui nous pourront pondre des séries peut-être dantesques. Et du coup, voilà, ça se joue beaucoup au risque. Ça se joue beaucoup au risque, forcément. La base de l'investissement, en soi. Clairement. Je te coupe une seconde, Dorian. Toi, tu entends Dorian, Yass ? J'entends Dorian, ouais. Ok, non, parce que chez moi, c'est coupé, c'est pour ça que c'est toi qui as des problèmes. J'aurais fait quelque chose, t'inquiète pas. Non, mais ouais, c'est clair que il faut avoir des mecs comme ça qui ont du flair, mais le problème, c'est que le flair, ça suffit pas. Faut avoir des gros moyens. On est Kazé, qui sont passés en émission récemment. Kazé, c'est la définition des gros moyens. Ils ont une série qu'ils veulent faire marcher. Elle va marcher au moins pour quelques tomes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le truc, c'est que même Kazé, même le meilleur des marketing, ne va pas te faire acheter 50 tomes, en fait. Ça qu'on a d'ailleurs, on parlait de service tout à l'heure, il y a l'abonnement de Meian qui était très bien senti. Qui trouvait, je trouve, un bon équilibre entre ce côté abonnement, que un peu le frais que tu oublies finalement. Toi, t'arrives, tu vas sur ton compte en banque, moins 15 €. Ah oui, c'est Meian, c'est Kingdom. Et finalement, t'as pas cette action de passer à la caisse, tu vois. Le problème, c'est que c'est cool, ça a bien marché pour Kingdom, et c'est super. C'est un autre métier, en fait. C'est pas pareil. Il y a IDP, c'est une grosse boîte derrière Meian, etc., qui sont spécialisés dans Anime Store, donc voilà, c'est des gros trucs. Aujourd'hui, tu vas parler à des Pika, des Glénat, à des Cana, c'est pas leur métier de faire des abonnements et d'envoyer chaque mois. C'est pas du tout ça. Et malheureusement, c'est pas pour demain en tout cas que ce genre d'offre va être démocratisé en France. Je vous le dis franchement, ne vous attendez pas. C'est les étoiles qui sont alignées, hein. Il y a pas de. Exactement. Surtout que, désolé, je finis juste sur ça, où en fait sur des sites d'abonnement justement de services, on aura le même problème qui a commencé à popper avec le streaming il y a quelques années, c'est-à-dire que tout le monde s'y intéresse et donc du coup tout le monde va faire une offre et ça peut risquer de ne plus intéresser personne tellement de personnes vont faire d'offres. Ouais. Et du coup, la différence avec avant et maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'était que généralement il y avait des gros titres qui prenaient toute la place, les Naruto, les Dragon Ball Super, les One Piece, les Fairy Tail, qui prennent vraiment de l'ampleur. Et derrière, tu as toutes les petites séries qui, franchement, se vendaient pas de fou. Faut pas vous mentir, il y a plein de séries, vous croyez, je pense que ça se vend bien.
en vrai, si vous avez les vrais chiffres devant vous, je pense que vous seriez un peu choqués. Parce que vraiment, il y a des gros titres des fois où tu te dis, mais ça se vend bien, c'est obligé. Et en vrai, tu regardes les ventes et c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas besoin de vendre 100 000 par an pour être. On est d'accord. Mais là, on parle. Non, mais oui. Des chiffres bas. Vraiment, je vais pas dire quoi, je vais pas dire comment, mais on parle des fois. Il y en a qui sont un peu surprenants, ouais. Il y en a, s'ils font 1000 ventes, ils sont contents, tu vois. Entre guillemets, tu vois. On peut parler de Jojo, par exemple. Bon, maintenant, c'est plus le cas, mais à une époque, Jojo. Pas forcément Jojo, mais. Non, mais. Un exemple facile que tout le monde connaît, c'est Jojo, tu vois. Jojo, malgré son aura et tout, tu remontes il y a 2-3 ans même, Jojo, ça faisait 500 ventes max par exemplaire. T'avais un mec par ville qui l'achetait, quoi. Genre, Donc voilà, en gros, avant c'était comme ça, et aujourd'hui, on se rend compte que, un Kaguya-sama, ça peut bien vendre, tu vois. Un Blue Lock, quand ça sortira, ça va bien se vendre. Un Mashle, ça sort, ça se vend bien. T'es pas obligé d'être Naruto, t'es pas obligé d'être One Piece pour vendre aujourd'hui en France, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le véritable âge d'or du manga en France. Pour le marché, c'est que n'importe quel titre peut marcher. Mais pour combien de temps ? Il peut sortir aussi. Peut sortir et peut marcher. Mais pour combien de temps ? C'est ça la question. C'est ça. Parce que là, il va falloir tirer son épingle du jeu. Et c'est là, au final, que la responsabilité, elle retombe presque sur le mangaka. C'est-à-dire que on est revenu presque, en fait, à une situation où ce qui va primer vraiment avant tout, maintenant que tout le monde met les grands moyens en communication, maintenant que toutes les sorties se font plutôt bien, ce qui va faire la diff beaucoup, c'est le manga finalement. C'est ce que tu as dans ton livre en fait. C'est pas les pubs, c'est pas les tweets du CM qui sont des trucs importants. Hein. Et voilà, là, hop, là j'ai mon tome de Eden Zero. C'est le tome 13. Ce qui va compter, c'est ça. Hein. Pour savoir si le mec va acheter le tome 14 ou pas. Rien d'autre. Pas d'histoire de couverture brillante, d'édition collector ou quoi. C'est juste le contenu du bouquin. Et je pense que ça va faire peut-être rapidement aussi le tri entre les séries sympas et les séries vraiment bonnes. De tout ce qui est sorti là cette année, s'il y a des trucs qui sont très cool et il y a des trucs qui sont très bien. Et je pense que d'ici 1 an et demi grand max, on verra vite la différence. Il y aura une sélection naturelle, c'est obligé. Au bout d'un moment, ça va être assez dur. Je pense. Il y en a trop, c'est obligé. Tu peux pas tout garder. Enfin, tu peux pas. Ça à part si tout le monde est riche, mais là, c'est une autre histoire. Ce qui n'est pas le cas, surtout en ce moment avec le Covid, etc. C'est pas forcément, tu vois. Mais pour les jeunes, en plus, il y a une baisse de pouvoir d'achat qui est assez folle. Bah totalement. Les petits jobs, oui, totalement. L'autre problème, c'est qu'on a parlé des mangas qui commencent maintenant et qui vont continuer pendant longtemps. Le problème, c'est qu'on est qu'au début de l'année, et franchement, je vais pas vous mentir, il y a plein de choses qui arrivent encore cette année. Des choses qui sont annoncées, d'autres qui sont pas encore annoncées. Et du coup, on va continuer cette échelle-là, ça va continuer à monter. Des séries qui vont continuer, qui vont commencer, qui vont continuer. Ça va être compliqué de suivre. Donc, force à tous les éditeurs, franchement, bonne chance. Bonne chance. Ce que tu dis, c'est assez intéressant, parce que il va y avoir encore des nouveautés qui vont sortir. On le sait. Il y en a qui sont déjà annoncés, comme tu dis, il y en a d'autres non. Mais il nous reste encore presque 8 mois, 7 mois, on va dire, de nouveautés. Et pensez pas que tout le monde va s'arrêter de sortir des trucs en octobre. Ils vont dire, bon, allez, non, c'est bon, les mecs, on en a assez fait pour cette année. Non, ça n'arrivera pas, il y a les fêtes de fin d'année en plus. Donc, vous aurez des nouveautés en décembre. Par contre, le truc, c'est qu'il y a un moment, quand il y aura tellement de nouveautés, quand tous les éditeurs auront leurs 3, 4, 5, 6, 7, 10 peut-être gros titres du moment, les mangas qui vont commencer là, depuis 2019 jusqu'à, je pense, 2023, va pas y avoir une envie de les éditer. Il n'y aura pas une course à l'édition pour certains mangas. Et le problème, c'est que si on se retrouve avec une situation de saturation du marché, derrière, on va avoir un marché qui va être saturé pour au moins quelques années, du coup, parce que ces mangas-là vont continuer. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas arriver courant presque 2025, finalement, te dire, bon, allez, là, il nous faut une nouvelle grosse série et tout, on en a besoin, il y a des trucs qui sont terminés. Bah, en fait, le problème, c'est que les mangas qui ont commencé là, en ce moment, ils auront déjà 10, 15, 20 tomes. Et peut-être que l'éditeur va se dire, oh non, plutôt là, le truc qui a commencé l'année dernière, qui a 3 tomes, c'est bien. Et je pense qu'il va y avoir toute une série de mangas, si on arrive à la saturation dont on parle et dont on a un peu peur, il va y avoir une période presque, en fait, plein de séries qui vont sauter parce que arriver au mauvais moment. Trop tard pour être dans la saturation et trop tôt pour être à la sortie. Et du coup, bah, ça va dégager.
Le problème, c'est surtout qu'en fait, on est dans un cycle. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, les éditeurs se battent pour des titres. Donc, du coup, ils sont toujours obligés de se battre. Il y a un titre prometteur au Japon, ils sont obligés de se sauter dessus. Sauf que, du coup, ils peuvent dire, à la limite, bon, voilà, j'ai réussi à choper le titre, je vais attendre un petit peu, histoire que mon catalogue et celui général, même, baisse un peu. Mais le problème, c'est qu'il va pas baisser avant longtemps. Et qu'il faut bien, à un moment, que tu rentabilises, les quelques zéros que tu as mis sur la table pour dire bon voilà j'ai la série donc t'es bien obligé de la sortir et du coup on est dans ce cycle. On est dans un cycle infernal, mais un beau rêve pour nous, hein, mais un cauchemar. On ne sortira jamais. Là c'est la course à quand est-ce que ça va se cracher. Hein. Tout le monde va continuer à en rajouter jusqu'à ce qu'on arrive à une situation où c'est la merde. C'est le truc, la bulle du manga. Ouais, et le truc, et je pense qu'on va s'arrêter là après. C'est que on sent les différences de stratégie des éditeurs entre les éditeurs. Il y en a qui balancent la sauce à foison tous les 2 jours. Il y a un nouveau titre annoncé. Je vais pas citer de nom, mais Pika Édition. Arrêtez-vous. Mais ils sont chauds quand même. Ils sont chauds. Mais en même temps, ils voient le marché. À mon avis, ils se disent, il faut tout mettre maintenant. Il faut balancer la sauce. Kyun également. Et d'autres qui sont un peu plus il y en a d'autres qui sont un peu plus en retrait. Je pense à Glénat, je pense à Kazé aussi qui balance un gros titre, mais on s'arrête là après, tu vois, peut-être un autre plus tard, peut-être tu vois, on reste un petit peu plus tranquille. Et je pense que c'est parce qu'aussi en fait il y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, bien évidemment. Dans les deux cas, tu te dis tu vois le marché actuellement, tu te dis putain, il faut que j'en sorte des mangas parce que ça marche pas dans ce moment, c'est le moment, tu vois. Et d'un côté tu te dis sur le long terme, est-ce que c'est possible, est-ce que chez le libraire peut tout commander également? Ça, c'est un autre débat. C'est pas Amazon. Exactement. C'est-à-dire que les bouquins, ils doivent être chez un libraire. C'est-à-dire que le libraire, il décide de ce qu'il veut être dans son étagère. Alors, qu'est-ce qu'il va faire il va choisir ce titre-là plutôt qu'un autre? Certes, la qualité, mais c'est même la qualité qui va être d'abord le plus important. La popularité. La demande, c'est l'offre et la demande également, bien évidemment. Mais voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que chez les libraires, c'est aussi un autre problème, c'est que les étagères ne sont pas illimitées. Il va falloir faire des choix. Et le problème, c'est que, ça veut aussi dire que du coup, un titre qui sort, il va peut-être rester moins longtemps en boutique. Et ça, surtout les petits titres qui vont aussi en prendre pour leur grade, malheureusement. Exactement. Et s'ils sont pas en librairie, ils peuvent pas se vendre. Je pense que c'est logique. Donc, et en même temps, tu vois. Analog Drop qui est sorti chez Akata là récemment, alors que pourtant c'est l'auteur de Switch Girl qui est quand même un petit succès. Un petit succès en France, du coup, oui, je reprends ça. Écoute, j'allais juste rajouter tout à l'heure que en gros le souci, c'est qu'en plus on peut pas reprocher aux libraires de se dire je vais prendre je sais pas que des Surprise Neverland, Chainsaw Man, que des Mashle ou autres, que des gros titres parce que ils doivent faire leur pain aussi, ils doivent se vendre. Donc évidemment, plus ils peuvent vendre vite des gros titres, plus ils vont aller vers eux. C'est normal. Donc on peut pas leur reprocher ça non plus. Allô. Bon, voilà les amis, sur ça, je pense qu'on peut s'arrêter. Il n'y a pas de réponse finalement à la question. C'est seul l'avenir nous le dira. C'est vrai qu'on peut se poser cette question légitime. Est-ce qu'on va faire une saturation du marché? Peut-être que oui, peut-être que non. Seul l'avenir nous le dira. Espérons que non, bien évidemment. Nous, on est très heureux d'avoir, en vrai, égoïstement parlant, oui, je suis content d'avoir tous les mangas que je voulais voir en France. C'est une victoire pour moi. Je suis comme ça, je suis heureux. Mais c'est vrai que... Si je devais donner une conclusion, je dirais personnellement, on aura peut-être une stagnation à un moment où des hausses et des petites baisses, voilà, comme sinusoïdale, mais on n'aura pas un crash, je pense. Sauf gros événement imprévu, dans le sens où je regarde aussi les autres médias, c'était pas le cas, mais par contre, je pense que beaucoup plus de petits auteurs qui vont tenter de se lancer ou autres en pâtiront, pour le coup. Il n'y a pas de raison que ça explose. Ça, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de raison que ça explose, mais ça peut stagner, ça peut, voilà, c'est plus ça en fait. C'est plus dans ce sens-là. Il risque d'avoir un petit ménage de fait d'ici 5-10 ans à tout péter. On est obligé de parler en très long terme, hein. Très long terme, 5-10 ans. Parce que une boîte va pas fermer du jour au lendemain non plus, hein. Bien sûr. Je pense par exemple à Komiku qui, on savait, avait pas une situation faux folle économiquement il y a peu. Après, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais est-ce que par exemple Komiku tient sur ses pattes? Il y avait Vega. Maintenant, ils ont été rachetés et tout, donc je pense que ça se passe bien. Mais voilà, je pense que on refait la même vidéo dans 3 ans. Il y a au moins 2-3 éditeurs qui sont plus là. Vous voyez? Totalement. Je le souhaite pas. On va pouvoir conclure en tout cas.
le dossier là. Pour ceux qui nous regardent en live actuellement, juste après l'émission, vers 21h30, il y aura l'after show. Donc vous pourrez parler avec Zella. Peut-être, je sais pas si Dorian et Kai seront là aussi, je sais pas. Mais vous pourrez parler avec l'équipe pour peut-être rentrer un petit peu dans le débat et donner votre avis. Dans les commentaires. L'actionnaire majoritaire de Team Manga sera présent. Plus maintenant. C'est Narki maintenant. Ah oui, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, c'était un débat très intéressant. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Quoi qu'il en soit, sachez que pour Team Manga, on va continuer à suivre ça tout au long des mois à venir et des années au travers du site internet teammanga.fr, des émissions sur la chaîne Twitch et nos réseaux sociaux également. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, tout est en bas également. Donc foncez. Donc quelque part, c'est aussi un âge d'or pour nous, parce que nous derrière, s'il y a des mangas, c'est-à-dire qu'on peut en parler et du coup, on peut faire plus de live, on peut faire plus d'articles, on peut faire plus de choses. Donc en vrai, c'est cool pour nous. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Et donc, du coup, dans les commentaires YouTube aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la situation actuelle du marché du manga en France et qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura à l'avenir. Est-ce que tout va bien se passer ou est-ce qu'on va vers l'explosion totale du marché? Thank you.